Et salut les gars, c'est Rototo. On se retrouve pour le 24e épisode de notre série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder, pour parler aujourd'hui d'un hydravion faisant partie des avions de première génération US. J'ai nommé le Vogue OS-2U, ici présent sous vos yeux. Petite parenthèse, bon, cette vidéo est un petit peu exceptionnelle car je la fais en milieu de semaine, ce que je n'ai pas l'habitude de faire habituellement. Je l'avais déjà précisé dans une vidéo antérieure en expliquant que mon emploi du temps ne me le permettait pas souvent. Mais bon, il se trouve qu'aujourd'hui j'ai un peu de temps à y consacrer et comme je me sens un peu en forme, eh bien ma foi, je me suis dit que ça ferait pas de mal de transgresser un petit peu les règles. Voilà. Avant qu'on aborde l'histoire de cet avion, son aspect technique, et puis qu'on le mette en situation, pour les habitués de la série, maintenant vous connaissez un peu le fonctionnement, on va tout de suite commencer par parler du constructeur Vogue. Je pense que c'est très important d'en parler parce que Vogue est un constructeur à la fois connu et méconnu. En fait, il est assez connu de par les avions qu'il a fabriqués, mais finalement assez peu par le grand public, alors que c'est en fait le plus ancien constructeur aéronautique encore en activité de nos jours avec la firme Boeing, ce qui est quand même assez remarquable. Donc c'est une firme qui a été en fait fondée en 1917 par Chance Milton Vogt, qui donc lui a donné son nom. Et Chance Milton Vogt a commencé sa carrière d'abord comme mécanicien et instructeur dans une école d'aviation. Et il se fit connaître en transgressant pratiquement un tabou, si on peut dire, puisque alors qu'il avait à peine 23 ans, il eut l'idée de modifier et d'améliorer un avion qui avait été conçu et réalisé par les fameux frères Wright, donc en fait carrément les inventeurs de l'aviation. Je ne sais pas si vous imaginez, à 23 ans, on est en 1912, et vous vous retrouvez avec un jeune type là qui est simple mécanicien qui se dit tiens, eh ben, si je rajoutais ça et ça, ça marcherait mieux, alors que c'était quand même les inventeurs de l'aviation, et les frères Wright ont fait leur premier vol, là je pourrais peut-être dire une bêtise, je crois que c'était en 1905, donc on était pratiquement 10 ans après, à peine. Hein. Donc c'est quelque chose qui a vraiment fait parler et en fait il s'est avéré que ces améliorations furent notables, ce qui lui permet ensuite de se lancer un peu plus loin dans le grand bassin et décida de fonder sa première compagnie en association avec son beau-frère en 1916. Et pour l'anecdote, il faut savoir que le premier avion que sa compagnie a construit a été dans un tout petit local qui était situé au troisième étage d'un immeuble. Je ne sais pas si vous imaginez, on construit un avion au troisième étage d'un immeuble, donc ce qui veut dire qu'il a fallu donc totalement le démonter puis le remonter ensuite pour pouvoir le faire sortir. C'est vous dire un petit peu le système bricolage de l'époque. Et bien malgré cela, ce premier avion qui fut en fait le VE-7, qui était en fait un petit avion d'entraînement biplace, fut tellement apprécié puisque en fait il était vraiment très bien réalisé. C'était un avion très fiable, réputé pour sa robustesse et sa rapidité. Il fut tellement apprécié qu'il fut tout de suite adopté par l'US Navy et il fut décliné en plusieurs versions, à tel point que ce fut d'ailleurs le premier appareil à décoller d'un porte-avions américain, ce qui est quand même voilà, à noter, et ce qui marqua en fait le début d'une longue coopération entre la société Vogue et l'US Navy, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, et dont l'avion le plus célèbre, le plus connu de tous, est sans aucun doute le fameux F4U Corsair que nous aurons là, bien sûr l'occasion d'aborder dans un épisode futur lorsqu'on en sera à des générations ultérieures des avions US. Voilà. Alors revenons-en maintenant à ce fameux avion, le OS-2U, conçu par Vogue, du surnom Kingfisher, roi des mers. Donc ça c'est un avion qui fut conçu en 1938 et mis en service en 1940, donc c'est déjà un avion... on ne peut pas vraiment parler de première génération. On avait vu dans les précédents épisodes des avions de l'entre-deux-guerres tels que le P-26A Peashooter ou le P-36 même, hein, le Curtiss P-36. Là, on est déjà dans un avion beaucoup plus abouti, totalement métallique. Donc c'est un avion vraiment, vraiment moderne et qui d'ailleurs va faire toute la guerre. Il a été donc mis en service en 1940 dans une première version qui était le le OS2U1, excusez-moi, donc vous avez ici présent, donc ça c'est le tout premier modèle, puis ensuite il fut décliné dans d'autres versions telles que le OSDU2, que vous ne voyez pas évidemment sur War Thunder, il n'a pas été modélisé, et en fait la version la plus connue, la plus utilisée fut le OSD2U3, je vais y arriver, le voici. La modification entre les deux appareils est pas flagrante, hein. Quand on les regarde, ils sont grosso modo identiques. C'est surtout des améliorations au niveau technique, telles que par exemple des réservoirs auto-obturants, ce qui permettait à l'avion d'éviter de s'enflammer comme un briquet lorsqu'il était touché. On a rajouté des blindages au niveau du cockpit du pilote, une meilleure motorisation, mais grosso
grosso modo, l'appareil n'a pratiquement pas évolué. Et d'ailleurs, il était question même d'une version OS2U4 qui d'ailleurs fut envisagée mais finalement abandonnée du fait de la fin du conflit. Donc la mission de cet hydravion, c'est surtout, avant tout, la reconnaissance maritime, hein. D'ailleurs, il était le premier avion catapulté de la marine américaine. On le trouve donc essentiellement sur des navires en tant qu'avion d'observation. Il servait également au sauvetage, mais aussi à la lutte anti-sous-marine. Il était également spécialisé comme bombardier en piqué, donc on pouvait l'équiper aussi bien de bombes telles que dans cette version, mais on pouvait également l'équiper de charges anti-sous-marines, deux grenades anti-sous-marines de 140 kg chacune, ce qui en faisait un avion redoutable pour les sous-marins en surface ou à faible profondeur. Il était donc utilisé aussi pour le sauvetage des pilotes abattus en mer, mais chose plus notoire, il était aussi utilisé comme régleur d'artillerie, puisque lorsque par exemple des cuirassés ou des navires de ligne, hein, croiseurs ou cuirassés, engageaient la bataille contre d'autres navires de ligne ou contre des cibles à terre, il était en fait les yeux des navires de ligne qui très souvent ne voyaient même pas leurs cibles, puisque les obus d'artillerie de marine pouvaient atteindre des cibles à plusieurs kilomètres, et il servait au réglage de l'artillerie pour permettre des tirs plus précis. Donc il a combattu toute la guerre, il fut utilisé essentiellement par la marine américaine, mais on l'a également vendu aux Anglais et aux Australiens dans le cadre du pré-bail. Alors le pré-bail, en fait, j'en touche deux mots rapidement, hein, je ne vais pas faire un discours là-dessus, c'était surtout un système qu'avait mis en place le gouvernement américain pour permettre l'équipement et l'armement de pays alliés qui n'avaient pas forcément les moyens de payer cash au moment de la guerre du fait des restrictions économiques ou de l'embargo, comme c'était le cas par exemple pour l'Angleterre, et qui donc avait permis de leur vendre du matériel qui serait payé plus tard sur un financement voté par le Congrès américain. Voilà, en gros. Donc il y a eu quelques appareils utilisés par la Royal Air Force, la Royal Navy essentiellement, mais aussi par l'armée de l'air australienne. Et après, il fut un peu exporté vers divers pays, essentiellement en Amérique du Sud. On le trouve aussi un peu en URSS, très très peu. Et pour l'anecdote, il fut retiré définitivement du service par le dernier pays qu'il utilisa, c'est-à-dire Cuba. Et oui, Cuba, qui l'utilisa jusqu'en 1959. Assez incroyable, hein, presque jusqu'aux années 60. Donc c'est un appareil vraiment très très fiable et qui a vraiment fait son job, comme on peut dire. C'est un petit appareil, somme toute, comme on peut dire, hein, une sorte d'avion couteau suisse qui sert un peu à tout, très utile, très efficace dans la plupart des missions, mais qui ne brille pas par, disons, ses performances exceptionnelles. Ce qui nous amène d'ailleurs à parler un petit peu de l'aspect technique, hein. Il n'y a pas grand chose à en dire. Il est équipé d'un moteur en étoile Pratt & Whitney de 450 chevaux qui lui assure une vitesse de 265 km/h, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très peu. D'ailleurs, on s'en apercevra quand on va le mettre en situation. Je vous l'annonce tout de suite, hein. Si certains d'entre vous aiment la partie simulation où on met les avions en action pour les comparer à la fiche technique, là on va vraiment s'ennuyer, je préfère vous le dire tout de suite, mais bon, on essaiera de faire quelque chose de sympathique quand même. Sinon, au niveau de son armement, bien ma foi, à part les bombes qu'il équipe, là celui-ci, attendez, je suis sur lequel, là, ça c'est l'OS du DU3, l'OS2U1 et celui-ci, voilà, donc je l'ai équipé, je crois qu'ils sont équipés d'ailleurs de la même manière, avec deux bombes de 100 kg, voilà. Il faut savoir qu'ils pouvaient en emporter jusqu'à 300 kg environ de charge utile, ou avec des grenades, comme je le disais. Il n'y a pas les versions grenades dans le jeu, mais parce que tout simplement il n'y a pas de sous-marin, hein, on peut attaquer uniquement des navires de surface. Donc voilà, deux bombes de 100 kg, pareil pour le second, et au niveau de l'armement défensif, deux mitrailleuses Browning de 7,62 mm, une tirant dans l'axe et une autre utilisée par l'opérateur pour tirer vers l'arrière. Donc autant dire que le but du jeu ne va pas être de se confronter à l'ennemi, mais bien au contraire d'essayer de l'éviter dans la mesure du possible et de se consacrer surtout aux cibles au sol, ce qui en fait donc un petit bombardier avec très peu de pouvoir de destruction. Donc autant vous dire que c'est pas un avion qui, sur le plan du jeu, vous apportera une très très grande satisfaction, mais c'est un avion qui historiquement a joué son rôle, a tenu son rôle courageusement, un brave petit avion dont il fallait impérativement parler, ne serait-ce que par la qualité du constructeur qui l'a conçu et réalisé. On est déjà à 9 minutes, mon Dieu, oh là là, 9 minutes passées, je lance la bataille, même 9 minutes 49, on a pas mal parlé, il y avait beaucoup de choses à dire sur ce petit avion.
J'espère qu'on aura une bataille assez rapide. J'avais dit d'ailleurs dans une précédente vidéo que j'étais assez surpris par les temps d'attente qui me paraissaient beaucoup plus longs qu'à l'accoutumée sur le jeu War Thunder. Juste avant de faire cette vidéo, j'ai fait un petit test rapide pour le prendre en main, voir un petit peu ce qu'il en était avant de commencer à enregistrer, histoire de... Bon, j'aime bien la spontanéité, mais il faut quand même avoir un petit peu de recul pour savoir un peu comment ça allait se passer. Et effectivement, la partie a démarré assez vite, et là aussi. Donc je pense que par rapport à ce que je disais lors de la dernière vidéo, il y a eu une petite amélioration, ou alors c'est simplement qu'il y a des heures de pointe où les parties se lancent plus vite qu'à d'autres moments. On va commencer tout de suite par l'OS 2U1. J'ai vraiment du mal à prononcer ce mot. On va dire le Kingfisher. Le Kingfisher 1, ce sera plus simple. On va lancer le Kingfisher 1 pour commencer. Et puis, si on se fait abattre trop rapidement, ce qui risque malheureusement de se produire, on pourra faire durer un peu plus la vidéo de simulation avec le Kingfisher 3. Voilà, alors tout de suite, bien évidemment, regardez l'altitude en haut à gauche de l'écran, pardon, l'altitude, la vitesse, excusez-moi. On est péniblement à 210 km/h et encore, là je suis en vol stationnaire. Alors autant dire qu'au niveau de la rapidité, pas la peine d'espérer distancer vos ennemis, pas moyen. Au niveau de la manœuvrabilité, c'est pas trop mal, mais vraiment sans plus. Regardez, il vire assez péniblement, mais encore une fois, ça n'est pas un chasseur, c'est pas un intercepteur, c'est un chasseur bombardier. Donc le but ne sera pas du tout l'interception, mais bien d'éviter l'ennemi et d'essayer d'attaquer les cibles au sol sans se faire intercepter. Comme c'est un chasseur bombardier, évidemment, on peut même pas jouer sur l'altitude. D'ailleurs, il a un plafond opérationnel de seulement 4000 mètres et pour monter, c'est assez pénible. Donc là, on va essayer de louvoyer, pardon, j'ai un peu de mal, de louvoyer entre les appareils ennemis afin d'atteindre les cibles au sol que nous repérons sur la carte et qui sont situées à, on va dire, environ une bonne minute de vol. Donc on va observer, on va regarder ce qui se passe autour de nous et on va essayer d'éviter les ennuis. Je vous prie de m'excuser si j'accroche un peu plus les mots qu'à l'accoutumée. Là je fais attention en même temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, habituellement je ne fais pas de vidéo en semaine. Alors j'ai déjà parfois un petit peu de mal le week-end quand je suis reposé avec un café. Mais en semaine c'est encore un peu plus difficile. Voilà, quand on a une journée dans les pattes. Ah ça y est, je me fais déjà prendre par un ennemi. Non, apparemment pour l'instant... Fausse alerte, on continue notre petit bonhomme de chemin. Où est-ce qu'on en est au niveau des cibles au sol? Voyons voir. On ne doit pas être très loin. Alors attendez que j'en repère. Donc là, hop, on va commencer déjà sur petite cible au passage. Voilà, unité de surface détruite. Alors vous voyez, vous ne pourrez pas faire grand chose. Après, vous devez attendre pratiquement une minute pour recharger vos bombes qui sont en plus, somme toute, très légères. Donc... Hop là, je me fais attaquer direct, j'ai grimpé un peu trop vite, donc ma vitesse est trop réduite. Ah, voilà, qu'est-ce qu'on a derrière? On va essayer de lui poser quelques problèmes à notre ami qui n'a pas l'air d'être un pilote très efficace. Donc si je peux lui mettre la loose, voilà, hop, j'utilise mes mitrailleuses. Non, vous voyez, là il vire beaucoup mieux que moi, donc là je me suis un petit peu enflammé. J'espérais pouvoir lui infliger quelques dégâts, mais comme vous le voyez, ça n'a pas été très loin, et je me fais descendre directement. Et il a tout à fait raison, c'est de ma faute. Voilà, j'ai voulu m'enflammer un peu, c'est mon côté chasseur qui a pris le dessus, et il ne faut pas faire du tout ce que je viens de faire. Là, je viens de vous faire une démonstration de ce qu'il ne faut jamais faire avec cet avion, vous avez bien compris. Ne tentez pas, ne tentez pas de foutre la loose à vos ennemis, ce sont eux qui vous la mettront. Voilà, donc bon, l'armement est beaucoup trop faible, évidemment, et voilà, cette tentative était totalement puéril de ma part, mais enfin voilà, au moins ça vous a donné une démonstration de ce que donne l'armement offensif aérien de cet avion. Donc on part maintenant avec le Kingfisher 3, grosso modo rien ne change, on est un peu plus rapide quand même, regardez au niveau de la vitesse, on est déjà à 262 km/h, alors c'est un peu surprenant parce que au niveau de la fiche technique du jeu, théoriquement il ne devrait pas y avoir une telle différence, alors je pense qu'il y a parfois une petite... comment dirais-je, des petites mises à jour qui ne sont pas faites nécessairement entre la fiche technique et la réalité de la simulation. Je m'avance peut-être un peu en disant cela, mais je suis un peu surpris parfois en voyant la réaction des avions par rapport à ce qui est indiqué sur la fiche du jeu. En tout cas, par rapport à la réalité, il y a effectivement une différence puisqu'il y a eu une amélioration de la motorisation. Donc je pense que les concepteurs du jeu ont voulu le marquer et ne l'ont pas nécessairement retranscrit sur la fiche
désignation de l'appareil. On va tout de suite essayer d'attaquer 2 cibles au sol si on y parvient. On va voir ce que ça donne. Bravo, unité de surface détruite. Bon, écoutez, en plus je suis pas très bon dans ce genre d'exercice, donc je suis assez content. Pas de souci majeur de ce côté-là. Vous voyez qu'il vire, enfin qu'il descend relativement bien. Il n'y a pas d'aérofrein sur ce type d'avion. Ah, ça y est, je me fais attaquer par un autre appareil. Alors voyons voir qui nous avons. Il va me percuter, vous allez voir. Non, ah non, il a quand même viré à la dernière minute. Mais je me fais ah, bah voilà. Oh bah là, oui, évidemment, avec 4 avions, impossible d'en sortir vivant. Je n'avais pas suffisamment d'alliés pour garantir ma protection, donc la messe était dite. Voilà. Bon, écoutez, je vous avais prévenu d'avance, hein, je vous avais dit que la vidéo ne durerait pas très longtemps et qu'elle ne serait pas très spectaculaire. Donc encore une fois, désolé si le spectacle n'est pas forcément à la hauteur de vos attentes, mais j'avais annoncé la couleur. En tout cas, au niveau du topo, ben, ma foi, ça confirme à peu près ce que je vous disais sur le plan historique, hein, c'est-à-dire que c'est un avion qui n'est pas du tout fait pour ce genre de choses, à savoir qu'il ne faut surtout pas l'utiliser dans le combat aérien. C'est véritablement un avion de reconnaissance, c'est un avion de secours, c'est un avion qui peut être très utile effectivement pour le bombardement en piqué et surtout sur des cibles navales. Bon là il s'agit effectivement d'une map terrestre, donc il n'y avait pas véritablement de navires qui pouvaient nous servir pour notre démonstration. Mais comme vous le voyez, bon là j'ai évidemment été très rapidement et je me suis un peu lancé dans la mêlée. Ce qu'il faut surtout éviter de faire au niveau du jeu, c'est de faire ce que j'ai fait, à savoir de vous lancer à corps perdu au milieu de la mêlée. Vous devez rester en retrait, essayer d'attendre des ouvertures, rester sous la protection de vos alliés. Bon, la difficulté bien sûr c'est que si vous voulez marquer des points, ça vous oblige à vous engager un peu plus, d'autant plus que d'autres joueurs peuvent très bien avoir des bombardiers plus efficaces que les vôtres et que s'ils vous prennent évidemment toutes les cibles terrestres, il ne vous restera pas grand chose à vous mettre sous la dent et donc vous gagnerez peu de points et peu d'expérience. Voilà. Nous allons nous arrêter là, on est déjà à 17 minutes puisqu'évidemment j'ai beaucoup parlé dans la présentation historique et technique, mais la vidéo de simulation a été relativement courte. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Le nombre d'abonnés grimpe doucement, mais il grimpe et grosso modo, eh bien, les retours sont plutôt positifs, donc ça m'incite à m'accrocher dans ce défi que je me suis lancé, à savoir tenter de couvrir l'ensemble des avions du jeu sur l'aspect historique, technique et simulation. Donc je vais essayer de continuer jusqu'au bout et c'est pas une mince affaire. J'essaierai si possible de reposter une vidéo ou deux dans la semaine. J'en ferai peut-être une deuxième tout à l'heure. Je vais voir si j'ai assez de temps, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un temps de téléchargement relativement long, donc ça aussi il faut en tenir compte. Si je n'y parviens pas, écoutez, de toute façon, normalement chaque week-end j'en poste au moins 2, 3, voire 4. Parfois je me fais un petit break, là je me permets de faire des petites coupures. J'avais posté notamment une petite impression personnelle d'un test qui n'avait rien à voir avec War Thunder, qui était en fait sur un jeu MMORPG coréen qui m'avait amusé, donc j'avais envie de donner mes impressions. Alors de temps en temps je ferai comme ça une petite entorse à la règle et je me permettrai un petit écart histoire de me changer un peu les idées. Et sinon je continuerai tant que cette série vous intéressera à vous donner donc des informations que je pourrais glaner au sujet de l'histoire et de la technique, enfin de l'aspect technique des avions du jeu War Thunder. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous retrouver nombreux pour la prochaine et je vous dis d'ici là, à ciao!